Bonjour, bienvenue à la conférence Ce que vous n'avez jamais appris à HEC sur le leadership, organisée par le groupement conseil et le groupement management et ressources humaines. Donc, l'invité Philippe Bazin va nous parler de ce petit livre. C'est le premier qu'on a, comment dirais-je, en présentation à HEC, mais il en a déjà écrit deux autres sur l'auto-coaching, qui a fait un gros carton vu qu'il a dépassé les 10 voire 15 000 exemplaires, ce qui est particulièrement brillant dans une économie où l'édition est un petit peu morose. Et le deuxième sur le self-leadership. Ce petit dernier qui est sorti en juin est pour moi vraiment intéressant parce qu'il est bref et il est particulièrement incisif. Donc Philippe est un associé chez Krauthammer, où il fait du conseil et de la formation. C'est un auteur qui essaye de transmettre de manière pédagogique et simple un certain nombre de concepts. Et pour moi, c'est un des livres qui est parmi les plus personnels, en tout cas où j'ai retrouvé beaucoup de la personnalité de l'homme autant que du consultant. Et je voulais qu'il parle avec vous, qu'il échange avec vous sur des thèmes qui lui sont chers et sur lesquels il a une vision particulièrement décalée. Et quand il m'a envoyé son livre, que j'ai eu en relecture avant qu'il paraisse chez Duno Interédition, il y a 3 passages qui m'ont particulièrement marqué, sur lesquels je voulais ouvrir et que je voulais vous lire pour vous donner aussi envie d'acheter le livre et aux personnes qui découvriront via la VOD de l'acheter sur Internet. Le premier est « Sache sur quoi tu es excellent », qui peut paraître un titre simple, mais dès qu'on rentre dans le vif du sujet, on voit quelque chose de, pour moi en tout cas, beaucoup plus percutant. La plupart des gens ne peuvent dire ce sur quoi ils sont excellents. La plupart des gens n'ont probablement jamais osé affronter la question, osé envisager être un être unique et lumineux. Si tu parviens à le faire, alors tu pourras vraiment savoir qui tu es. Mais pour cela, tu ouvriras aussi la porte à son envers, tes limites, tes faiblesses, ta zone d'ombre et de médiocrité. Accueillir l'une, c'est aussi rencontrer l'autre. Si tu connais l'une sans connaître l'autre, tu ne fais que te nourrir de mensonges. Comme tu ne peux non plus parler de l'une sans parler de l'autre, tu avais sans doute choisi jusqu'ici de les éviter toutes les deux. Donc je me suis dit, on parle de l'excellence, HEC ça va être le bon endroit, surtout avec ce paradoxe. Le deuxième que j'ai trouvé brillant, dans tous les sens du terme, c'est « Sois différent, mais pas trop ». La singularité suscite l'attention, mais elle risque d'effrayer ton interlocuteur. C'est un art subtil que d'utiliser sa différence dans un contexte professionnel. Donc une piste utile pour y parvenir dans le contexte actuel. Plus ton profil, ton parcours et ton expérience sont rassurants, plus tu peux afficher tes marginalités ou tes petites bizarreries. C'était pour moi quelque chose de marquant parce qu'on est dans un monde où on doit de plus en plus exprimer des petites différences qui peuvent être incarnées aussi par des performances qui en sont les conséquences. Le dernier point qui a pour moi attrait à ce soir, c'est apporte de l'énergie au système, qui soulève des questions que je trouve intéressantes. La personne ou le groupe avec lequel tu as interagi ont-ils plus d'énergie avant ou après toi ? Quel type d'énergie apportes-tu quand tu entres en scène ? Quelle énergie reste-t-elle quand tu n'y es plus ? Là est la seule question parmi de nombreuses questions que Philippe va aborder avec nous ce soir. Bienvenue. Merci Grégory. Merci de votre intérêt pour ce sujet et pour le livre. Alors j'ai préparé des slides, je ne sais pas si on va tous les passer, mais moi ça me rassure. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à intervenir, n'hésitez pas à poser des questions, à être d'accord ou pas d'accord. Enfin voilà, c'est bien plus important que les slides que j'ai préparés. Je voudrais commencer. Pourquoi ce livre ? Ce livre, il est issu d'une discussion que j'ai eue un jour avec la présidente d'Utopie, Elisabeth Laville, dont il y a un représentant du cabinet, une directrice associée ici. Et elle me montrait un livre anglais en me disant c'est très mal traduit,
mais c'est super. Ça s'appelait, en anglais, ça s'appelle Food Rules. En français, ça a été traduit par les règles d'une bonne alimentation. Donc c'est un petit peu... Et en fait, ça prenait des principes complètement contre-intuitifs par rapport à la bonne alimentation. Je l'ai ouvert au hasard, elle m'a dit, tu vas voir, c'est génial. Je l'ai ouvert au hasard, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Et un premier truc sur lequel je suis tombé, il y a des gens qui sont dans la distribution, ça ne va pas forcément leur plaire, c'était, si ça se passe à la télé, c'est que ça ne se mange pas. Ça paraît bizarre quand même. C'est quand même contre-intuitif. Normalement, si ça passe à la télé, c'est que ça se mange, et c'est même désirable. Et derrière, il y a eu une explication, et en fait, la personne disait, bon, les médias, ça coûte très cher, notamment le média télévision, et donc il faut générer de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle est générée par du marketing. Et en gros, le marketing, c'est pas toxique. Si vous avez envie, les moyens de vous le payer, c'est très sympa. Il dit, le problème, c'est que le marketing est souvent lié à la transformation. Et ça, c'est toxique. Et ça, c'est pas bon. Et donc, elle faisait un raccourci, l'auteur faisait un raccourci, de dire, ce qui passe à la télévision, c'est très souvent très transformé, et le très transformé, il faut mieux éviter. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'il y avait comme ça une suite de principes, comme ça, qui sont choquants au premier abord, c'est-à-dire que ça prend un revers, peut-être les idées préconçues qu'on a, si on ne s'est pas posé la question, et puis derrière, c'était argumenté d'une façon un petit peu sympa. J'ai beaucoup raisonné avec ce livre, en tout cas ça a beaucoup résonné avec les questions que je me posais sur mon métier qui est essentiellement de la transformation des cultures, du leadership et du management, et je me suis dit voilà, je vais chercher à faire la même chose en disant c'est quoi les principes ou peut-être les idées préconçues, on peut tout dire sur le leadership. Ça fait partie des sciences molles, c'est l'avantage. Tout ce qu'on va dire ce soir, on peut dire l'inverse demain en ayant des très bonnes preuves de ça. Le point, c'est qu'est-ce qui va aider les professionnels ou qu'est-ce qui va aider à un moment donné quelqu'un qui se pose des questions sur le leadership ou sur le management de son équipe, qu'est-ce qui va l'aider à un moment donné. On est dans le domaine des vérités relatives, on est dans le domaine des vérités utiles ou inutiles à un moment donné de notre développement. Donc voilà, j'ai commencé à écrire ça. Donc ça, c'est pour la petite histoire du livre. Ce que je vous propose, alors je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu le livre, on pourra échanger sur certains principes. Ce que je vous propose, pour éviter de parler tout le temps, et pour se fonder sur qu'est-ce qui se passe dans une interaction de type managérial en entreprise, je vous ai préparé une petite situation. On va prendre le temps de la lire. J'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo d'Isaac Gates. Il fait pas mal de conférences, je pense à HEC, et il fait des mises en situation. Alors nous aussi, on en fait beaucoup. Jusqu'à présent, je ne faisais pas de mise en situation dans les conférences, mais voilà, là, on va en faire une. C'est à la mode, et puis Isaac Gates, ça fonctionne bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mise en situation sur cette situation. Alors, ce n'est pas forcément facile, dans un contexte de conférence, d'être volontaire pour faire un exercice avec le formateur. Donc, on vous a facilité les choses. J'ai travaillé avec un vieux complice des collègues qui s'appelle Blaise Sterer. On a travaillé sur l'accompagnement de nombre d'entreprises ensemble. Et quand on travaille sur les pratiques de management, parfois avec certains comités de direction, c'est pas facile de faire des vrais exercices parce que les gens, il y a un peu de tension, etc. Donc parfois, on a développé une capacité à faire des fausses bonnes versions. Donc sur une situation de management, on vous a vraiment préparé quelque chose de plutôt bon dans ce qu'on voit les leaders, les dirigeants d'entreprise, les membres de gros codir, de ce qu'ils feraient dans ce type de situation. On a essayé de ne pas faire quelque chose de caricatural. Donc on va pas se préparer. Il y a une situation qu'on va lire ensemble. Et puis Blaise et moi, on va vous montrer ce qui se passe de façon... vraiment une version plutôt positive de ce qui se passe en entreprise. Vous me direz si ça résonne avec des pratiques que vous voyez dans vos environnements. Puis après, je voudrais qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il aura bien fait? Et puis on pourra se lâcher, parce que c'est pas vraiment comme ça qu'il fait. Et puis... Dans quelle mesure il a exercé son leadership ou il n'a pas exercé son leadership dans l'entretien. Alors la situation, elle est simple. Il y a 6 mois, vous avez recruté un nouveau collaborateur. Celui-ci s'est avéré d'un excellent niveau et s'est plutôt bien intégré à l'équipe. Après l'avoir confirmé dans ses fonctions, vous souhaitez mener un entretien de bilan avec lui. Les enjeux sont importants et le collaborateur a encore un gros potentiel de développement. Les éléments principaux de la période écoulée sont, il s'est plutôt bien intégré dans l'équipe, belle réussite sur les projets alpha,
sur le projet Alpha, difficile et important. Sa créativité a permis de signer un contrat important et de gagner un marché à enjeu pour l'entreprise. Tout le monde reconnaît ses compétences métiers. Il a eu des retards sur les projets bêta et gamma. Il est plutôt un peu spécialiste des retards. Et puis, dernier point, il est parfois agressif et impulsif en réunion. Il n'y a que ça, hein, on va faire avec ce qu'on a. La question, c'est quel type d'entretien de leadership vous menez avec ce collaborateur. Et on va vous proposer une version. Bonjour. Quand il dit vieux qu'on se lisse, je ne sais jamais si c'est parce que ça fait 18 ans qu'on se connaît ou si c'est parce que je suis un peu plus âgé que lui. Ça, je ne sais pas. Donc tu es le collaborateur. Ouais, alors comme c'est enregistré, il faut que tu parles dans le micro. J'aurais voulu prendre des notes dans un entretien, on prend toujours des notes. Bon, vous imaginez que je prendrai des notes à partir de ce que... Donc Blaise va mener un entretien de management et de leadership. Ce que je vous propose après, c'est de dire ce que vous en avez pensé. En bien ou en mal, hein. Bonjour Philippe. Bonjour Blaise. Je suis ravi qu'on puisse faire le point après cette période de 6 mois. Écoute, bien bravo, hein. Bravo parce que sur le projet Alpha, je suis vraiment très très content. Il y avait des engagements forts, c'était très important pour la boîte et tu t'en es tiré super bien. Vraiment, vraiment. Ben merci, merci aussi. Je suis très épaté d'ailleurs, je ne pensais pas que tu t'en tirerais aussi bien, vraiment super. Vraiment super. Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais je le prends positivement. Si, vraiment, pour une première action, c'était très bien. Et puis alors, question compétences métiers, hein, vraiment, alors là, top, il n'y a rien à dire. Non, non, vraiment, c'est très très bien. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Comment tu as vécu cette période? Écoute, bien. Pas mal d'enjeux. Moi, je me rappelle, il y a 6 mois, tu m'avais dit ta priorité, c'est ton intégration. Donc, ça a été ma focale. Non, j'ai bien vécu. Je pense que il y a eu 6 mois de calage avec les équipes, avec les autres directeurs, et puis quelques succès. Maintenant, voilà, tous les feux sont au vert pour passer une étape, quoi. Ouais. T'as bien bossé avec Stéphane? Les relations sont compliquées avec lui, ouais. Enfin bon, c'est quelqu'un, on mérite de le rencontrer. Hein. Il est original, c'est vrai. Enfin bon, ça s'est bien passé quand même. Ouais. Bon. Et avec Grégoire, comment ça se passe avec Grégoire? Plutôt bien. Ouais. Plutôt bien, ouais. On a une façon de collaborer qui est assez efficace. C'est plus compliqué avec Stéphane, mais bon, voilà, après, chacun, c'est une forte tête, ouais. Ouais, bah oui, il a de la personnalité, il est original. Et Pierre, alors, comment... Pierre, c'est allé avec Pierre? Moi, j'ai rien entendu, hein, Pierre. Rien dit de spécial. Non, ça va, c'est efficace, ouais. Après, tu as toujours un enjeu dans cette boîte sur les silos, sur la capacité des équipes à travailler ensemble, c'est la vraie difficulté. Bah, chacun a sa personnalité, a son expérience aussi. Bien, d'accord. Bon, à côté de ça, il y a aussi, on est là aussi pour parler de ce qui ne va pas, hein, c'est aussi important pour progresser. Et là, il y a 2 sujets, je vais prendre les 2 plus importants. Alors, moi, sur les projets bêta gamma, je suis très très déçu. Hein, très déçu. Les délais n'y sont pas du tout. Chez nous, c'est pas possible ça. Hein. T'as pas tenu l'équipe. Alors bon, qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Je pense qu'il y a plein de dysfonctionnements dans les relations entre les équipes. Et notamment les relations avec le directeur commercial, Stéphane, vont pas du tout. Je pense que enfin, c'est pas efficace, c'est pas productif. Il y a des voilà, trop dans l'action, c'est ça? Non, après c'est au niveau où il est. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a du talent. Tu peux pas te contenter d'avoir un grand commercial comme directeur commercial. À un moment donné, je veux dire, tu as des comportements qui sont inadmissibles. Donc après, voilà. Tu peux être un peu plus précis, là, s'il te plaît? Parce que, si tu veux, bon, moi, Stéphane, je trouve que quand même, il a des résultats, il a une personnalité, ça c'est sûr, on n'est pas à ce niveau-là. Il détruit de la valeur. 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 Les collaborateurs sont tétanisés par son comportement. Il faut suivre, oui, il faut suivre. Il faut le suivre. De l'autre côté, tu vois les résultats. Bon, tu as parlé de silo tout à l'heure aussi. Tu penses que là, il faudrait faire quelque chose? Parce que moi, c'est quelque chose aussi qui me préoccupe, l'histoire des silos. J'aimerais bien
qu'on bouge, qu'on fasse quelque chose là-dessus. Parce que, bon, t'es pas le premier à m'en parler quand même, hein, et puis moi je vois bien aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? Comment on pourrait faire je sais pas. Écoute, on pourrait peut-être organiser un groupe de travail là-dessus. On prend Stéphane, Grégoire et Pierre. Ouais. On se prend un thème. Ouais. Il faudrait que je réfléchisse à un thème. Et puis, on essaye de faire en sorte que ce thème soit fédérateur et que ça déclenche des... Non, c'est une bonne idée. Écoute, si tu veux, je vais... Mais il faut que tu lui parles avant. Il y a des choses à cadrer, c'est pas mon job de le faire. Oui, non, mais ça, Stéphane, j'ai pas de souci avec lui, ça, je m'en occupe. Donc, ok. J'organise une réunion, un projet. T'as des idées sur le type de projet qu'on pourrait mettre en place? Faut qu'on... On va s'arrêter là. Un grand bravo, merci à Blaise d'être venu. Alors, je voudrais vous poser une question. Vous êtes devenu coach ou mentor de ce leader. On a vu une petite séquence d'interaction dans l'entreprise. Pas méchante, hein, je peux vous garantir qu'on voit bien pire que ça. Ça serait quoi vos premières recommandations à Blaise? Il s'appelle Blaise Storer. De quoi? De dire les choses. Ouais. Ouais. Et par rapport au point faible de la personne, ouais. Qui était son impulsivité, son agressivité, il a parlé de sa relation avec les collaborateurs, mais pas de lui, sa personnalité. Et vraiment, moi je pense que c'est important de dire des choses et de pouvoir les dire avec confiance. Ok. Moi, je lui aurais donné un conseil sur son intro. Pour moi, l'introduction, elle était pas là. Il n'a pas introduit l'entretien en disant quels étaient les objectifs et comment il voulait que ça se déroule. Donc, à partir de là, il a déjà été bloqué parce qu'il est parti directement sur ses points forts et il a loupé sa transition, du coup, pour faire les points faibles. Alors que s'il avait annoncé son plan dès le début, ça aurait été plus facile. Et le deuxième conseil, c'est plus interroger son collaborateur avec des questions ouvertes. D'accord. Là, il était dans la fermeture. D'accord. Bertrand? Merci. Moi, je vais faire l'opposé. Je vais faire l'autre bout à la fin, quoi. Je trouve qu'il a plutôt laissé le discours se construire petit à petit. Ce serait mon point de vue, d'une manière plutôt intelligente, en respectant l'importance d'un entretien, respectant le salarié. Je pense qu'on ne sait pas s'il a un plan d'action à la fin. Et je pense qu'il faut venir en entretien avec un plan d'action déjà prêt. Parce que là, je pense qu'il laisse le salarié dans un état un peu confus, je dirais, et surtout perdu, confus, et avec le sentiment qu'il n'y a pas de leadership. Il n'y a pas de leadership. Le leadership doit arriver avec un plan, quand même, un minimum. je pense. Complément de ce que tu dis, j'ai eu un peu le sentiment qu'il se faisait un peu bananer à la fin, balader par le collaborateur qui finalement l'amène où il veut et on laisse filer. D'accord, Encore une fois, quand on fait ce genre d'exercice avec des vrais dirigeants opérationnels, ce genre de version se situe très largement dans le premier tiers en termes de qualité de ce qu'on voit. C'est ça qui est étonnant. Et pourtant, il y a des choses positives, mais il y a plein de failles. Deux commentaires. Le premier, c'est que pour moi, la trajectoire de l'objectif de l'entretien n'est pas claire. Quel est l'objectif, comme ce qui a été dit, mais aussi commencer par les points positifs, ça veut dire que les points négatifs suivent. Donc en construction, c'est discutable. Et ensuite, ce qui n'était pas évident pour moi, c'est quel est le niveau de confiance qui est autorisé. Parce que notamment, quel est le niveau de critique qui est autorisé, quel est le niveau surtout quand on commence à parler de personnes seniors dans l'organisation, il y a une ambiguïté dans ce qui peut être dit et non dit qui, à mon avis, inhibe la plupart de ce qui peut être échangé. Donc votre cause, ça serait peut-être de plus dire les choses comme vous disiez, ça serait quoi votre co? Le premier point sur la trajectoire de l'entretien, c'est déjà quel est l'objectif précis, et puis tant qu'à faire, plutôt commencer à réserver les points d'amélioration, les points positifs en dernier, en termes de dynamique. Le deuxième point, je n'ai pas la réponse au niveau de confiance au sein de l'entreprise. Ça, c'est vraiment proche. Le niveau de relation entre le supérieur et le commercial.
Il y a un décodage à l'organisation sur lequel il n'y a pas de commentaires. Il manque plein d'infos, hein, ça c'est sûr. Ouais. Dans l'introduction, demander qu'est-ce que tu penses de ces 6 mois. Moi, je l'ai déjà vécu en tant que manager, et les personnes, en fait, ne répondent pas vraiment ce qu'elles pensent. Hein. Donc, c'est très difficile de s'autocritiquer, de dire non, ça ne s'est pas bien passé, je n'ai pas été bien, c'est difficile. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut recevoir une réponse pertinente de la part de son collaborateur avec ce type de questions en introduction d'entretien. Corinne ? Alors, moi, il y a quelque chose qui me dérange, c'est dans le syndrome. Corinne est des DRH d'une entreprise qu'on ne citera pas, et on parlait, elle a un vrai enjeu pour faire changer la culture de pratique dans un environnement très technique. Donc, dans ce que j'ai entendu, je retiens oui, sauf que. Et dans le oui sauf que, je retiens surtout le sauf que. Donc tous les points positifs qui ont été notés, ce sont des points positifs. Ce que je ne visualise pas, c'est finalement pourquoi il a réussi le projet alpha, pourquoi il n'a pas réussi le projet bêta, gamma. Et peut-être qu'il faudrait aussi dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment ça a bien fonctionné, et qu'est-ce qui à un moment n'a pas fonctionné. Donc là, peut-être poser une sorte de diagnostic. Moi, il me manque quelque chose là. Moi, j'aurais juste une remarque sur le ton qui a été utilisé. Effectivement, à partir du moment où on est passé sur... Enfin, pas vraiment les points faibles d'ailleurs, qui étaient un peu sous-entendus, mais il y a eu des mots comme « j'ai rien entendu »,« j'ai été très déçu », des choses très agressives. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais perçu comme agressive. Donc, effectivement, je reviens à la question, ça ne met pas en confiance forcément le collaborateur. De même, ça incite presque à la délation. Qu'est-ce que tu penses de Stéphane ? Et puis enfin, effectivement, à la fin, alors qu'il a été agressif, il ne propose pas vraiment le thème du comité. Et donc il ne propose pas ni de solution, ni d'expliquer le problème. Et il n'est pas dans l'écoute, puisqu'en fait, il a déjà son avis sur le fameux Stéphane, et on ne sent pas qu'il écoutera les réponses. Donc il y a une espèce d'ambiguïté entre il ne propose pas de solution, mais il a quand même son avis. Enfin, voilà, il faut ça. Juste un mot pour dire que... T'as bien fait de venir, Blaise, parce que j'ai trouvé que c'était bien de commencer par quelque chose de positif, parce que tout de suite vous êtes senti à l'aise et vous êtes senti en confiance, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Moi, ça me paraît au contraire une bonne chose de commencer par le positif. Le collaborateur se détend, et donc voilà, on peut plus facilement après aborder. Ça met en confiance et ça permet d'aborder en confiance les points négatifs. Alors que si on commence par le négatif, on va créer une réaction de rejet, d'emblée. D'accord. Allez, encore une ou deux remarques. D'abord, le statut de l'entretien, après 6 mois. La période d'essai a été confirmée. J'imagine qu'il y a pu y avoir un entretien de fin de période d'essai ou pas. Donc, après 4 mois, qu'est-ce que c'est que cet entretien 2 mois après ? Est-ce que des objectifs ont été fixés pour les 6 mois ou l'année à venir ? Je ne sais pas quels ont été les objectifs fixés. Et commencer par rappeler, tu avais tel et tel objectif, et puis quelle est ta propre appréciation par rapport à ces différents objectifs, le constat. Lui laisser la parole, et puis ensuite prendre la parole sur les différents points, parce qu'autrement c'est facile de féliciter sur ce qui marche bien. Comment introduire les autres aspects si ce n'est pas en référence à quelque chose qui est attendu. C'est beaucoup plus. C'est vrai que normalement, il faudrait commencer par les objectifs. Qu'est-ce qui était attendu, objectivement Et on fait un constat. Moi, je voulais juste ajouter, je suis assez d'accord avec ma collègue, je pense qu'il s'est mal, ici, il a mal commencé en fait. Et il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas de... Alors, le qu'en pensez-vous, pour ne pas faire du crotte-à-mort, mais le qu'en pensez-vous quand même... Il donne un sentiment, il permet au manager, à mon avis, de donner un sentiment, même si parfois on est déçu parce qu'on aimerait qu'ils nous en disent plus. Il donne quand même un sentiment. Et après, c'est des questions ouvertes qui permettent de creuser. Et là, il faut préparer en tant que manager ces questions-là.
Moi, par contre, je ne partage pas arriver avec un plan d'action. À ce niveau-là, pour moi, c'est comment amener cette personne-là à trouver le plan d'action elle-même. Et c'est par des questions ouvertes et de la reformulation du manager que je pense qu'on peut y arriver. Et moi, pour le dernier commentaire, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de jugement et de jeu en tant que c'était lui et c'était je. C'est son problème. C'était pas tourné vers le collaborateur et ça revient un peu à ce qu'on a dit. Bien sûr, il faut le préparer. C'est là où on se rejoint, il faut le préparer, cet entretien, et se dire qu'est-ce qu'on a envie. Mais c'est arriver avec un plan d'action tout fait, je pense pas que ce soit la solution non plus. Jean Dorido, peut-être je vais te passer le... Merci. Juste en fait une question pour aller dans le sens de certaines choses qui ont été dites. Je me demande si pour un leader, il n'a pas un peu trop parlé. J'ai un peu l'image d'un leader qui parle peu. J'ai toujours eu dans l'idée que le lead, c'est vraiment la personne qui finalement parle le moins, la personne qui occupe l'espace. J'ai l'impression qu'il a beaucoup parlé. Et du coup, je me demande si finalement ça crée bien du leadership, d'occuper autant d'espace. Alors, en tout cas, il y a pas mal de questions qui ont été soulevées. On peut voir les choses à plusieurs niveaux. C'est vrai qu'il y a des points d'amélioration sur l'ouverture de l'espace, sur la qualité des questions, sur est-ce qu'on commence par le positif, sur l'engagement du collaborateur à la fin. Moi, j'ai été très marqué il y a à peu près un an. J'avais assisté à une conférence par un spécialiste de la grande distribution. Alors, il disait un truc, j'espère qu'il n'y a pas trop de spécialistes de la grande distribution. Il disait, parce que je connais assez peu ce domaine, et il prenait l'exemple de Carrefour et Decathlon. Et il comparait les deux entreprises, et il disait, Carrefour, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont bluffants chez Carrefour. C'est-à-dire l'entreprise ne va pas bien, ça va un peu mieux depuis un an. Hein. Mais l'entreprise ne va pas bien, et donc l'entreprise a des moyens, et l'entreprise embauche des grands talents. C'est-à-dire vous discutez avec les gens, il y a plein de gens bluffants chez Carrefour. Et il disait un truc très très dur, c'est pour ça que je prends des précautions. Il disait, cette boîte génère de la stupidité collective. C'est-à-dire que c'est le 1 plus 1 égale un truc qui est bien inférieur à 2. C'est-à-dire que vous avez une somme de talents, vous avez une somme de gens compétents, vous avez une somme de richesses. À la fin du truc, il ne se passe pas grand-chose. Et il parlait de stupidité collective. Hein, Il disait Decathlon, je le connais un tout petit peu parce que leur centre qui est dans le Nord est assez ouvert, on peut y aller... Et on le sent. Il disait, c'est pas des génies chez Decathlon, c'est juste des bons pros. Sauf qu'il se passe un truc chez Decathlon. Et dès qu'on a été en contact avec les structures de Decathlon, on se dit, il est en train de se passer quelque chose. Et très clairement, hein, entre les deux, on a une structure qui génère de la stupidité collective, d'autres de l'intelligence collective. Qu'est-ce qui se passe dans les interactions? Qu'est-ce qui se passe dans la culture? Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Qui fait qu'à un moment donné, on a quelque chose qui est supérieur au tout, ou on a quelque chose où on a un système d'interaction qui détruit de la valeur. Alors, ça peut être aussi un des critères. Moi, j'aime beaucoup appliquer ce critère pour se poser la question. Chaque consultant, de toute façon, a ses méthodes, a ses questions, a sa façon de développer l'intuition. Est-ce qu'on détruit de la valeur ici? Est-ce qu'on en crée? Est-ce que c'est neutre? Moi, j'ai plutôt l'impression, dans l'entretien qu'a mené Blaise, c'était pas un mauvais entretien. Il y avait plein de choses positives en matière de communication. Clairement, il n'y a pas eu de construction de valeur. Clairement, il n'y a pas eu de construction de valeur. Il n'y a pas quelque chose de plus que les deux bonhommes qui étaient là et qui ont travaillé sur l'évaluation d'une performance. Il n'y a pas eu cette création de valeur. Et cette notion de création de valeur, elle est à la base du leadership. Elle est à un moment donné un professionnel qui a un certain levier d'influence sur une structure. On parle souvent de rôle et de responsabilité, de poste, en faisant des nuances, mais c'est ce qu'il y a construction et destruction de valeur. Alors, dans cet exercice, et ça c'est quelque chose que, au-delà des points très concrets, mais c'est pas le lieu pour affiner sur comment il faudrait faire dans ce genre d'exercice. Le rôle du leader, il a à un moment donné de montrer des choses que les gens ne voient pas, ou de faire apparaître quelque chose qui était peut-être présent jusque-là, mais qui n'était pas là avant. Il y a une petite illustration, je vais retirer le beau petit. Je ne sais pas si vous connaissez cet exercice. Moi, à chaque fois, il me marque. C'est le 4 de la pendule à chiffres romains a été masqué.
Et alors, je ne sais pas si vous avez des blocs, vous pouvez vous amuser à le dessiner. La question que je vous pose, c'est quel est le 4 de la pendule à chiffre romain qui manque? Alors, vous pouvez le dessiner mentalement au moins. Et alors, la plupart des personnes dessinent une barre et un V. Parce qu'on a tous bien appris que le chiffre romain, en latin, en romain, c'est une barre et un V. Alors, c'est certains qui sont très précis de mettre la tête en bas, parce que c'est vrai qu'il devrait être la tête en bas, etc. Et en fait, quand on fait l'exercice, alors on ne va pas le faire ici, parce que là aussi, c'est pas le lieu, on est trop nombreux pour faire... Est-ce que quelqu'un a noté autre chose? Si. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, tu dois mal voir. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait noté autre chose qu'une barre et un V? Oui, madame. 4 barres, oui. 4 barres. Ah, c'est même plus que comme ça, plus que souvent. C'est un code de l'horlogerie. Si vous avez des montres à chiffre romain, c'est un code de l'horlogerie. Les grandes exceptions, c'est Big Ben, qui est une exception. Swatch, pour des raisons marketing, qui ne respectent pas les codes de l'horlogerie. C'est tellement fort, c'est quand vous venez d'un pays dans lequel il y a de la contrefaçon, les douaniers connaissent ça, ils regardent le 4 de la montre à chiffre romain, parce qu'il y a des contrefaçons qui sont maintenant très difficiles à identifier, sur lesquels on n'a pas noté ce 4. Alors, bon, j'entends pas trop d'objections, mais en tout cas, vous aurez l'occasion de vérifier ça des dizaines de fois, parce que je vous garantis que par jour, on voit au moins 2, 3, 4 pendules à chiffre romain. C'est quelque chose qui va vraiment vous sauter aux yeux. Je sais pas, il y en a parmi vous qui ont des montres à chiffre romain, oui? Alors, c'est le cas? Oui, c'est le cas. Je le découvre. Ouais. Ouais. Alors, pour... en tout cas, vous avez une super réaction de remise en cause, parce que, je vais vous dire, cet exercice, je le connais un petit peu. Il y a des gens qui réalisent pour la première fois qu'ils n'ont jamais vu les 4 barres, et parfois, il y a toutes sortes de réactions. Hein, il y a des gens qui ont ça m'est arrivé d'avoir des réactions très, très agressives. Et donc, du coup, je me suis acheté une montre à chiffre romain pour... Alors voilà, c'est quoi? C'est vraiment ce qu'on était en train de faire tout à l'heure. Il y a un entretien de management au quotidien, qui fait partie du tiers des meilleurs entretiens qu'on voit dans nos entreprises. C'est quoi le rôle du leader? À la fois nous, en tant que leader de ce qui se passe ici, peut-être d'aider cette personne, mais aussi en tant que leader qui va leader cet entretien, une partie du rôle, c'est aussi de faire voir des choses qui étaient là et qu'on n'a pas vues. Alors il y a plein de choses qu'on pourrait voir, mais il y a des dizaines de choses dans cet entretien. Notamment, moi j'ai bien aimé quand vous disiez s'entraîner aussi, il y a eu des succès, chercher à comprendre cette réussite, travailler avec le collaborateur sur l'analyse de la réussite. C'est un truc aussi qui m'a marqué dans les feedbacks qu'on a donnés. On a passé quand même, je pense, moins de 25% du temps sur ce qui avait bien fonctionné avec le collaborateur, même si on a félicité, même si, et 75% du temps sur le négatif. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs, est-ce qu'il n'y a pas des choses intéressantes à observer dans le 4? On parle de nos points d'amélioration en tant que leader. Est-ce qu'il n'y a pas des choses intéressantes? Tu parlais d'excellence, Grégory, tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas des choses intéressantes à observer dans notre excellence? Alors, par rapport à ce type d'entretien qui est très révélateur de ce qu'on voit en entreprise, j'ai noté 6 principes qui sont dans le livre. Je vais vous les commenter, brièvement, qui sont au-delà des points concrets d'amélioration, qui est qu'est-ce qu'on peut rajouter dans ce genre d'entretien qui n'est pas forcément naturel et qui fait vraiment partie de la capacité d'exercice de son leadership. La première, c'est ose des questions stupides. Clairement, il n'y a pas eu assez de questions. Quelque part, dans l'imaginaire des leaders, si je pose des questions à mon collaborateur, c'est que je ne sais pas. C'est que je le fais réfléchir. Il n'y a jamais assez de questions, et voire de questions stupides dans un entretien comme ça. Et là, très clairement, les questions n'étaient pas bonnes. Et il faut multiplier peut-être par 10 ou 20. C'est le point de départ. Après, sur quoi on va aller? C'est autre chose. Mais il faut multiplier le nombre de questions. Donne le maximum de ce que l'autre peut entendre. Est-ce qu'il a été trop dur? Est-ce qu'il n'a pas été assez dur? La question, c'est très difficile de savoir. La question, c'est quand je suis dur avec un collaborateur, qu'est-ce que je génère? Parfois, je génère quelque chose de sympa. On a des exemples de coachs sportifs, etc. Parfois, le collaborateur
ça lui casse les jambes, il n'est plus capable d'avancer, il est démotivé, il met 15 jours à s'en remettre. C'est ça le critère. C'est qu'est-ce qu'il peut entendre, jusqu'où je peux le pousser, jusqu'où je suis motivant en étant dur, en étant challengeant, et puis à quel moment je dois m'arrêter. Sache sur quoi tu es excellent. Ça, c'est un point, c'est un principe dont parlait Grégory. On a beaucoup travaillé tous les deux sur l'excellence. La plupart des gens ne savent pas sur quoi ils sont excellents. Lui, il n'a toujours pas compris sur quoi il était excellent. L'entreprise, elle n'a pas généré de l'excellence dans l'échange. En gros, c'est quelque chose qui ne nous intéressait pas dans l'entretien. Et là, on a perdu quelque chose. Là, on a perdu quelque chose. Nos réussites, elles ne sont pas fondées sur nos points d'amélioration, elles sont fondées sur nos réussites. Et le quotidien, c'est très souvent un quotidien de résolution de problèmes. C'est dans ce genre d'entretien qu'on va observer un certain nombre de choses et qu'on va faire émerger cette autre chose. Accepte que la magie vienne quand elle veut. Là aussi, on peut travailler son leadership, on peut travailler son management, on peut travailler sur des choses très très difficiles, sauf qu'à un moment donné, il se passe quelque chose dans un entretien avec un collaborateur. Et là, tout ce qu'on peut dire sur le leadership, ça n'a plus aucune importance. On crée les conditions pour que quelque chose se passe, mais le leadership n'est en aucun cas, le travail sur le leadership n'est en aucun cas ce qui va se passer dans l'entretien. Là, clairement, la magie, elle n'est pas venue. L'excellence, elle n'est pas venue. Il n'y a pas eu d'intelligence collective dans notre interaction. On peut bosser pour créer les conditions pour que ça arrive, mais en aucun cas, on peut le générer. Pareil, quand une équipe ne marche pas, il y a plusieurs consultants dans cette salle, on peut créer les conditions pour qu'il se passe quelque chose, mais qu'est-ce qui fait qu'une équipe marche ou qu'une équipe ne marche pas? On peut bosser, il faut bosser, mais à un moment donné, il y a de la magie ou il n'y a pas de la magie. Il y a la magie Décathlon, d'où elle vient. Bien malin qui peut le dire, il y a 200 000 critères, ils ont peut-être bossé sur plein de trucs. Qu'est-ce qui fait que chez Carrefour, c'est pas encore complètement venu? Même si ça va mieux, on crée les conditions pour que les choses se passent. Mais en aucun cas, on ne fait les choses. Ose être celui qui ne sait pas. Combien de leaders savent dire « j'en sais rien, j'en sais rien ». Un des plus beaux discours de leadership que j'ai vu, je vais le citer parce que c'était, voilà, en positif, on a le droit de citer les gens. C'était Patrice Zagamé, le PDG de Novartis. Avec certains collègues, on assistait à une réunion de ses principaux cadres et ça m'a beaucoup marqué. Il a dit voilà la vision, voilà la stratégie, voilà où on va aller, voilà la transformation qu'on doit effectuer dans les 10 ans. Par rapport à ça, voilà quels sont les milestones, voilà quels sont les obligatoires, voilà quels sont les indicateurs, etc., etc. Et puis je vais vous dire tout ce que j'ignore par rapport à cette stratégie et sur lequel j'en sais rien parce que c'est votre job et j'ai besoin de vous. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et votre responsabilité, ça va être de... Et pourquoi c'est du leadership? Parce qu'à un moment donné, le leader, et c'est aussi probablement un des points d'amélioration qu'on a vu, c'est, au-delà des questions, c'est le manager dans cette situation, il a occupé tout l'espace. Il savait tout. Même s'il a posé des questions, il n'a pas ouvert cet espace, il n'y a pas eu de silence. Il n'y a pas eu de leader qui ne sait pas et qui dit qu'est-ce qu'on va faire. Et ça, ce n'était pas présent dans les entreprises, dans l'entretien. Et puis un autre point aussi, le leadership, il y a aussi un moment très important, c'est la capacité à développer des moments lents. Il y a 2 types de rythmes dans l'entreprise. Il y a le moment où on produit, il y a le moment où on est actif, le moment où on répond aux mails, le moment où on interagit. Là, on est dans le temps rapide. À la limite, c'est un moment presque où le taylorisme a sa place. C'est-à-dire plus on va être productif, plus on travaille vite, mieux c'est. Mais il y a aussi des moments lents. Les moments où on réfléchit, la création, elle ne se fait pas dans la précipitation. Là, c'était un entretien qui était beaucoup, beaucoup trop rapide. Quand on voit les leaders mener des entretiens avec les collaborateurs dans les entretiens, parfois alors j'évite parce que parfois ils le vivent mal, mais j'ai envie de les arrêter au bout de 15 secondes en disant on n'est pas dans le bon rythme. On n'est pas dans le bon rythme. C'est un rythme trop rapide. Il faut savoir s'arrêter. Et il y a une compétence très importante pour les leaders, c'est ce que j'appelle la capacité à s'accélérer, à se ralentir. S'accélérer, faire monter le niveau de stress, être plus rapide, plus efficace, plus interactif, mais aussi quand on rentre dans ce type d'entretien, la capacité à s'arrêter, la capacité à fermer la porte, la capacité à éteindre le portable, la capacité à rentrer en temps lent et se dire j'ai tout le temps du monde, ou en tout cas j'ai un certain temps que je vais occuper avec ce collaborateur.
qu'est-ce qui fait la différence entre les différents degrés de leadership? Moi j'aime bien et on aime bien séparer 3 niveaux de leadership en fonction de 2 choses, en fonction du nombre d'interlocuteurs, en tout cas du nombre de personnes et de services et d'équipes concernées par l'action d'un leader. Et puis, deuxième critère, c'est l'enjeu, la complexité des solutions. Si je manage peu d'interlocuteurs, peu de complexité, en termes de nombre d'interlocuteurs et des solutions simples, on est vraiment dans un leadership vraiment de type simple. Et puis, qu'est-ce qui va se passer quand on va augmenter le nombre de gens sur lesquels on a une influence? Qu'est-ce qui va se passer quand on va travailler sur les enjeux? Premier niveau, le niveau 1, j'ai envie de dire, c'est le niveau très probablement dans lequel on a mené cet entretien. C'est un niveau de manager simple. C'est quoi l'objectif? C'est de délivrer ensemble une performance, d'améliorer cette performance. Mais très clairement, dans l'entretien qu'on a vu, on ne peut pas aller bien au-delà que de délivrer plus et mieux et éventuellement d'accroître une rentabilité sur un petit périmètre. Manager de manager, on va creuser ça. Hein. C'est quoi le maître mot? C'est développer le business, développer ses équipes. Et puis troisième niveau, la vraie notion de leadership, c'est la capacité à anticiper et sur lequel on va revenir sur la notion de création de valeur. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme différence? Le manager, c'est quoi son job? Il instruit les éléments de la décision, mais à part sur des micro-décisions qui concernent son équipe, il ne va pas aller plus haut. Il se projette de combien de temps dans le temps? Alors, ça dépend vraiment des business, hein, mais en tout cas, c'est en général pas plus de 1 à 2 ans. Déjà, la personne qui se projette sur 1 an, c'est beaucoup. Il découvre le rôle où il est un job de management intermédiaire. On est dans un mode de fonctionnement plutôt hiérarchique. C'est peut-être cet indicateur qu'on utilise pour évaluer la culture d'une entreprise qui s'appelle la power distance dans les indices de mesure. C'est le degré de différence hiérarchique que les gens acceptent dans une structure donnée. Là, clairement, on était dans un entretien hiérarchique. Le focus, c'est le délivrable, hein, on l'a bien vu. C'est qu'est-ce qu'on délivre et comment et combien. Et puis, c'est quoi l'approche? C'est on écoute ce que dit le collaborateur. Il n'y a pas eu d'interruption du collaborateur. On répond à ces quelques questions. Mais on est vraiment dans une interaction de type 1 plus 1 égale 2. Manager de manager. Là, clairement, on attend qu'ils prennent position et qu'ils recommandent. On est dans une focale qui est plus longue. Le management, on est davantage dans la maîtrise et dans le sens, puisqu'on augmente l'horizon temps. On est plutôt dans un mode transverse. Il y a beaucoup plus d'interactions transverses que d'interactions management. Il y a des interactions transverses même avec sa propre équipe. On est sur le changement, sur l'évolution d'une structure, et puis on est dans une approche qui est challenger un statu quo existant. Le leader, à un moment donné, on est en position d'arbitre. Je discutais il y a quelques jours avec un des vice-présidents de Fiat. Il me disait, quand je reçois un mail d'un de mes collaborateurs avec 12 pièces attachées, je lui renvoie en disant et tu veux que je prenne quoi comme décision par rapport à ça? En quoi tu m'as aidé à prendre ma décision? Donc à un moment donné, il y a de l'information qui remonte et il y a une décision qui doit être prise. Focale, 5 ans et plus. On est dans une notion d'orchestration et de concentration sur les potentiels. Mode de fonctionnement dominant politique, focus, le marché. Et puis l'approche, c'est quoi? C'est faire prendre de la hauteur à ses principaux cadres dans le but de se projeter davantage sur le temps. Alors, il y a quelques années, il y a 2 ans, chez un de nos clients communs avec Blaise, on a fait un travail sur le leadership et on a pris les choses en sens inverse, plutôt que de faire ce que tous les gens font quand ils réfléchissent au leadership. On a fait la chose inverse, on était voir une boîte et on a dit, je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui s'appelle First Break All the Rules, qui est un livre très intéressant, écrit par un Anglais qui s'appelle Buckingham. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait passer des QCM sur des situations de leadership à 5000 personnes. Ça a été sponsorisé par Gallup. Et puis après, il était voir dans les 5000 personnes, il était voir les entreprises en disant, dans ceux qui ont répondu, c'est qui les 5% de meilleurs managers? Et puis on regarde leurs différences. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec les autres? Et là, dans cette étude, on a demandé à cette entreprise, c'est qui, chez vos leaders, c'est qui vos 10% de meilleurs? Et qu'est-ce qu'on observe de différent chez ces 10% de meilleurs? Et on est tombé sur des critères qui sont pas mal repris dans le livre des secrets du leadership, qui ne sont pas très orthodoxes,
mais en tout cas qui ont fait, qui ont parlé. Le premier, c'est est-ce que ce mec, il me donne de l'énergie? Je ne suis pas sûr que ce soit un critère très HEC. Hein. En tout cas, dans le sens, c'est un critère vraiment intuitif, quoi. C'est pas un critère. Est-ce qu'il y a des gens qui vous donnent de l'énergie? Vous avez une interaction avec eux, vous sortez de l'entretien, votre niveau d'énergie, il a monté. Vous avez des gens, vous avez une interaction avec eux, votre niveau d'énergie, il a baissé. Alors, ils peuvent avoir plein de qualités, mais ce n'est pas des leaders. À un moment donné, dans une interaction, il doit se passer quelque chose, et c'est un des critères qu'ils utilisent, enfin, intuitif sur lequel qu'on avait concrétisé, c'est est-ce que telle personne me donne de l'énergie, retire de l'énergie, ou est neutre en termes d'énergie? Là, très clairement, dans cet entretien, l'entretien, je pense qu'il était neutre en termes d'énergie. Il n'y avait pas d'erreur majeure de communication qui cassait le collaborateur. Il ne s'est rien passé de spécial, donc c'était probablement ni destruction ni construction d'énergie avec le collaborateur. Deuxième critère, est-ce qu'il valorise l'expertise? La question qu'on pose notamment auprès d'un leader, c'est est-ce qu'il rend son expertise, alors parfois ça dépend des structures, mais en tout cas l'expertise de l'entreprise désirable pour les collaborateurs, est-ce qu'il démultiplie l'expertise en interne et en externe? Est-ce qu'il fait monter en puissance les équipes? Est-ce qu'il démultiplie la somme des compétences? Alors il y a de l'intelligence collective aussi là-dedans, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une démultiplication des talents et des points forts de cette entreprise? Et là, clairement, dans cette entreprise, il y avait des gens qui étaient neutres, il y avait des gens qui démultipliaient, c'est-à-dire qu'un expert était capable d'agir sur un champ plus vaste, et puis il y avait des gens qui la réduisaient. Et puis, dernier point qui est assez étonnant, c'est est-ce qu'il fait vivre les valeurs de l'entreprise? Je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui s'appelle, alors il est archi épuisé en français, il s'appelle Build to Last, c'est un livre qui a quelques années, qui est un livre très marquant, c'est les entreprises qui se développent sur des années, qu'est-ce qu'elles ont plus que les autres? C'est un livre écrit par Collins, je vous le recommande vraiment très fortement, hein, et il arrive à une conclusion qui est toujours seules les valeurs créent de la valeur. Et très probablement, hein, c'est quoi la culture d'entreprise? C'est quoi les valeurs? C'est quoi le mode d'interaction entre les gens? Très clairement, si on revenait sur les cas Decathlon et Carrefour, on verrait des différences qui, dans un cas, peuvent détruire de la valeur et, dans un cas, créer de la valeur. Même sans parler de destruction de valeur ou de création de valeur, à un moment donné, dans une entreprise, il y a des types d'interactions qui vont générer de la valeur. Et il y a des types d'interactions ou des personnes, hein, il y a des gens très compétents qui, systématiquement, vont détruire de la valeur dans leurs interactions avec un environnement. Ça arrive, je discutais encore avec quelqu'un qui disait hier dans mon équipe, on a perdu une personne dans les gens qui produisent, on a traité plus de dossiers cette année. Pourtant la personne, elle ne produisait pas rien. Et elle disait que c'était un bon pro. Sauf qu'à un moment donné, elle détruisait de la valeur par son mode d'interaction, par les valeurs tacites qu'elle véhiculait dans l'entreprise. Alors, par rapport à ces trois piliers, à ces trois zones critiques, hein, c'est quoi les pièges qu'on va voir? C'est parce qu'on est un leader, parce qu'on a des responsabilités, c'est oublier le management de proximité. À un moment donné, il y a un boss qui se croit tellement dans la stratosphère qu'il en oublie le management de proximité, qu'il en oublie ce type d'entretien. Et qu'à un moment donné, il va se passer justement, ou pas se passer quelque chose qui va manquer de créer cette valeur. Oubliez de prendre du recul, oubliez d'aider de prendre les équipes à prendre du recul. Avec un cadre de ce niveau, c'est pas normal qu'on n'ait pas ensemble réfléchi aux causes, aux solutions, au système, à ce qu'il y a derrière, ce qui s'est passé, ses succès et ses échecs. Très souvent, notamment dans un contexte de frustration, dans un contexte dans lequel les résultats ne sont pas là, ou dans un contexte de promotion quand on prend un poste de leadership, on voit très souvent des gens qui partent en roue libre. On reviendra après sur ce phénomène, mais en tout cas, comment je gère ma propre attitude, comment je gère ma propre humeur, comment je gère mes propres frustrations, alors que je suis leader d'un système et que je vais véhiculer un certain nombre de choses. Et puis, à un moment donné, on voit des gens qui se déconnectent de leurs valeurs. On voit des gens qui se déconnectent de celles de l'entreprise. Alors, c'est toujours stretching, hein, les valeurs de l'entreprise. C'est toujours. Mais en tout cas, c'est au-delà des valeurs explicites, c'est quoi les valeurs tacites de l'entreprise et en quoi la personne, elle match avec ses valeurs. Et très clairement, dans Build to Last, c'est ce qui montre. C'est les entreprises bâties pour durer.
elles ont une capacité à générer des leaders de l'intérieur qui sont dans la culture, parce que la culture est très créatrice et destructrice de valeur. Et très souvent, quand on recrute un leader ou un dirigeant, on se pose la question, est-ce qu'il va s'adapter à la culture? Mais ça doit aller bien au-delà. C'est est-ce que réellement il va s'intégrer dans cette culture pour la faire évoluer et pour créer de la valeur à l'intérieur de cette culture. Et puis on voit des gens qui sont complètement déconnectés. Alors on en voit, moi dans mes âges, des gens qui sont dans un job dans lequel ils ne sont pas dans leurs valeurs, ils ne sont pas dans le sens de la vie, ils sont complètement à côté. Enfin, ça donne des crises qui sont parfois violentes. Alors, je voulais vous présenter trois pistes d'action. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, hein. On est dans une conférence sur le leadership en lien avec les secrets du leadership. Grégory me disait l'autre jour, ton livre, c'est une structure de surface. Ça paraît en apparence très simple, et en fait, il y a une structure profonde qui est forte derrière. Je voudrais juste vous montrer à quoi c'est connecté et qu'est-ce qu'il y a derrière. Je voulais vous présenter... J'aime beaucoup cette métaphore. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une métaphore qui vient... Enfin, une métaphore, c'est quelque chose de réel à la base. Hein, ça vient de la sécurité routière. Et en fait, ils montrent ça aux gens qui repassent leur permis. Ça vous est peut-être arrivé. Un jour, vous n'aviez pas assez de points, vous avez souhaité repasser quelques points. Ils passent ce genre de graphique. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens, notamment dans les milieux qu'on fréquente, qui vous disent, écoutez, je suis en bonne santé. J'ai une voiture allemande qui roule à 200. Je suis sur une autoroute qui est en bonne condition. C'est la nuit. C'est quoi le problème de rouler à 200, quoi? Et ce qu'il vous montre, alors à tort ou à raison, j'imagine à raison, il vous dit, c'est quoi le problème de la vitesse? C'est qu'en fait, l'angle de vue se réduit. Et ça présente l'angle de vue en fonction de la vitesse. Je crois que c'est à 150 km/h, notre angle de vue, il est que de 10 degrés. Alors qu'à 60 km/h, il est de plus de 90 degrés. Et je trouvais que c'est une bonne métaphore de ce qui se passe. On est dans des environnements hyper sollicitants. La question, c'est, on a des agendas, voilà, vous prenez rendez-vous avec n'importe qui, c'est toujours hyper compliqué. La vitesse, ça rend stupide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez avoir des gens des gens très intelligents qui prennent des décisions stupides. On a tous des exemples, juste parce qu'ils vont trop vite, parce qu'ils ont perdu cette capacité, parce que l'environnement les a malencontreusement aidés à perdre cette capacité à se ralentir et à on parlait des exercices de temps lent et à vivre des moments en temps lent. Alors première clé, se connecter à ses valeurs, se connecter aux valeurs de l'entreprise. Alors plutôt que de valeurs de l'entreprise, je préfère la notion de culture tacite, parce que parfois il y a un gros delta entre ce qu'on affiche et puis la culture réelle de l'entreprise. La culture réelle est, je trouve, beaucoup plus intéressante, hein, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, chacun d'entre nous est président d'une entreprise qui s'appelle Me Incorporated. C'est une entreprise qui est très organisée, très orientée satisfaction de ses collaborateurs. Alors bien entendu, on a chacun d'entre nous, on a un potentiel, on a une ambition, on a des valeurs, et puis à un moment donné, on va croiser la route d'un autre groupe, d'une culture, d'un groupement humain. Cette entreprise est beaucoup plus orientée résultat que la première, même si la première peut être orientée résultat, et on est dans la performance, on est dans l'état d'esprit. Et bien entendu, en termes de satisfaction, on va chercher un maximum de satisfaction et de rétribution par rapport à nos critères. Et puis l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va demander en échange? Elle va demander un maximum de contribution. Et le point de rencontre entre ces deux tensions, c'est le job. Il y a ce point de rencontre entre ces deux tentations, ces deux forces. Une force très orientée people, nous, et une force très orientée résultat, collectif, réaliser un potentiel et atteindre des objectifs. Alors il y a différentes possibilités. Il y a des gens qui sont au maximum de satisfaction, en revanche au minimum de contribution. Qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là? Si rien, tant mieux pour eux, mais il y a quand même des risques qu'on aille lui dire on est content que tu t'éclates. C'est important pour nous d'avoir des collaborateurs qui soient contents d'être là, et vraiment on est content, mais on voudrait que tu augmentes juste un tout petit peu ton niveau de contribution, parce que là quand même on est à la limite. Et
y a un dirigeant il y a quelque temps qui me disait, quelque part j'ai de l'admiration pour ces gens-là. Il y a des gens qui arrivent à rester comme ça dans un système. Bon, c'est en tant que tel peut-être une excellence, je sais pas, tu nous dirais. À l'inverse, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ça, c'est un cas plus problématique pour les RH. C'est ceux qu'on va perdre. C'est ceux qui, à un moment donné, sont au maximum de contribution, mais estiment, et donc il y a beaucoup d'enjeux en ce moment sur les potentiels. Dès qu'on parle d'intelligence collective, c'est comment on fidélise les potentiels, comment on les garde, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on va viser? On va viser, bien entendu, on va viser au-delà de ces deux positions extrêmes et insatisfaisantes. On va viser bien sûr ce triangle d'or. C'est comment on va faire qu'il y ait une rencontre entre la contribution et la satisfaction des collaborateurs. Alors, je ne sais pas si on peut le faire pour tout le monde, mais en tout cas pour les leaders, c'est très clairement un rôle. Les entreprises passent beaucoup de temps à réfléchir à c'est quoi leur stratégie, c'est quoi leur valeur, c'est quoi le sens de tout ça. À un moment donné, pour augmenter la rencontre avec le collaborateur, il va falloir investiguer c'est quoi ses valeurs, c'est quoi son ambition, c'est quoi le sens de sa carrière. Alors, c'était peut-être pas le lieu de le faire ici, mais à un moment donné, avec un cadre de ce niveau-là, c'est quelque chose qui va être obligatoire. On ne peut pas avoir un cadre d'un certain niveau sans avoir travaillé avec lui sur ses valeurs, sur son ambition, sur la façon dont il se projette dans le futur. Il y a une deuxième clé, gérer son niveau d'énergie. Plus le temps passe, plus je suis convaincu que pour un leader, la capacité à gérer son niveau d'énergie, c'est quelque chose de clé. Toujours dans l'idée, est-ce qu'il donne de l'énergie au système, est-ce qu'il en prend ou est-ce qu'il est neutre? La capacité à gérer son niveau d'énergie est un point clé. Ça touche plein de choses, l'énergie. L'énergie, ça vient de nos valeurs, ça vient de notre santé, ça vient de la nourriture, ça vient du sens d'être à la bonne place à un moment donné dans notre environnement. Je ne sais pas si vous connaissez, la plupart du temps, les cabinets, donc là c'est Towers Perrin, Towers Watson maintenant. En ce moment, il y a beaucoup d'enquêtes EWIT qui mesurent 4 degrés d'engagement du collaborateur. Alors ils sont différents en fonction des cabinets. Niveau 4, engagé. C'est le bon niveau d'énergie dans l'entreprise, des efforts sans obligation, 100% sur les 3 composantes, rationnelles, émotionnelles et motivationnelles. Alors, j'espère que ça vous est arrivé le plus souvent possible dans votre carrière, mais les choses ont du sens, on sait pourquoi on va travailler, on est avec les bonnes personnes, alors il y a toujours plein de points d'amélioration, mais en tout cas, c'est vraiment le niveau engagé. Niveau 3, c'est le niveau embarqué, partiellement engagé, donc c'est des gens qui sont positifs, c'est des gens qui sont contributeurs, ils savent ce qu'ils sont à faire et ils le font. Mais ils ne font pas l'effort supplémentaire. Il n'y a pas l'engagement supplémentaire. Là aussi, clairement, dans l'entretien, il n'était pas là-dedans, le gars. Et en tout cas, on n'a pas réussi à le générer. Ils ne font pas cet effort supplémentaire. Là, il y a un truc magique. Il y a un truc, c'est au-delà de la compétence et de la contribution, quel est le passage d'embarquer à engager? Le 2, c'est comme le 3, mais en version pas acceptable. C'est partiellement désengagé. Il est faible sur les 3 composantes. Encore plus sur la composante émotionnelle. Il peut faire du bon travail, il peut en tout cas faire son travail, mais en tout cas, il est partiellement désengagé. Et puis niveau 1, c'est la personne qui est désengagée, mais dans le sens activement désengagée. C'est-à-dire que très probablement, il détruit de la valeur. C'est-à-dire que non seulement il n'est pas motivé, mais il va essayer de passer le message à ses collègues. Qu'est-ce qu'on observe, à votre avis, dans la plupart des grandes entreprises comme taux entre ces 4... Oui, je vous en prie. Alors, oui, alors, faudrait creuser, c'est pas forcément possible dans une... Rationnel, c'est ma composante rationnelle et analytique. À un moment donné, j'ai une analyse de la situation qui fait que je suis au bon endroit, je suis dans une bonne direction. L'idée, c'est de dire, il n'y a pas que ça qui fait de la motivation, c'est à un moment donné, il y a de l'envie, quoi. Est-ce que ça touche en moi? Est-ce que ça touche la notion d'envie? Est-ce que ça touche la notion de plaisir? Est-ce que ça touche la notion d'énergie? J'ai discuté avec un dirigeant d'une filiale de Suez qui me disait, mais moi, je ne fais pas mon travail parce que j'ai envie. Je travaille parce que je dois le faire.
Ils ne comprenaient pas ce mot émotionnel. C'est souvent un problème d'ailleurs dans les grandes entreprises, c'est que la financiarisation du business fait qu'il y a beaucoup de profils qui ne fonctionnent pas comme ça. Sauf que ce n'est pas eux qui vont créer de l'énergie, ce n'est pas eux qui vont mettre en tension le système. Et puis la troisième composante, c'est la composante motivationnelle. Moi j'aime bien, en tout cas dès qu'on parle de motivation, revenir à l'étymologie du mot, c'est movere, quoi. C'est est-ce que ça bouge, quoi? Est-ce que je suis en mouvement? Est-ce que je suis en action? Est-ce que je suis dans un mouvement, dans une énergie quand je travaille? Alors, la plupart du temps, hein, on tombe sur, en tout cas pour des entreprises qui ont des sujets, on tombe sur ce genre de ratio qui est même plutôt bon. Hein. En tout cas, une entreprise avec laquelle je travaille, qui est une dans le domaine de l'énergie, ils tombent à peu près sur ce genre de résultat. Ils estiment avoir un grave... Chez les cadres sup, hein, attention, hein, chez les 300 cadres dirigeants du groupe, 21% qu'on peut qualifier d'engagés, 40% qui sont embarqués, c'est dramatique, hein, sur les cadres dirigeants d'un groupe. 30% qui sont désenchantés, donc qui font leur boulot mais qui ne détruisent pas de valeur, mais qui sont à côté de la stratégie, en tout cas et puis 8% qui sont activement désengagés, qui détruisent au quotidien de leur valeur avec les équipes. Ouais, alors il y a des questions, c'est anonyme. C'est de l'auto-évaluation sur un certain nombre de questions qui aident aussi. On ne leur demande pas, tu te mets où? On leur pose des questions pour à la fin arriver à un positionnement sur cette grille. Towers Watson, ça vous intéresse? Et puis E8, en ce moment, je vois beaucoup d'enquêtes E8 passer. Je ne sais pas qui est leader dans le domaine. Mais en tout cas, il y a un vrai souci. Et c'est le genre de chiffres qu'on voit très souvent. Vous avez probablement déjà vu passer. Alors, pour ceux qui sont leaders de grosses équipes, la question que je vous pose, c'est « Et vos équipes ?» Qu'est-ce qui se passe, hein? Est-ce qu'ils sont au-delà? Est-ce qu'ils sont... Moi, j'aime à croire, en termes de leadership, que plus il y a une masse critique de gens qui se situent au moins dans les deux cadrans du haut, voire dans le premier, plus on a une entreprise qui va créer de la valeur ou qui va générer de l'intelligence collective. Mais bon, c'est une croyance. Mais en tout cas, c'est une partie de notre job de leader. Il faudrait demander à E8 des différences de statistiques aussi. Même à l'intérieur d'une entreprise, hein, il y a des grosses différences. Ce qui est sympa, c'est que alors le test est anonyme, ils vous garantissent la confidentialité. En revanche, ils font plein de consolidations dans tous les sens, on peut tout imaginer. Et donc, ils arrivent à des choses assez intéressantes sur ce qui se passe dans l'entreprise, en combinant à d'autres critères RH, que ceux d'entre vous qui sont des RH connaissent mieux que moi, qui permettent vraiment d'analyser ce qui se passe en termes de motivation et en termes d'efficacité de leadership aux différents endroits d'une entreprise. Alors, il y a un modèle qu'on peut utiliser, ou en tout cas, si on veut être concret, l'esprit de leadership est beaucoup plus concret que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que leader? Parce qu'il y a aussi la question, et chacun d'entre nous, même de bonne foi, peut se dire, enfin moi à titre perso, je ne suis pas tout le temps là, hein, je suis parfois là, puis je suis parfois là. En tant que leader, on se dit j'ai une responsabilité systémique à gérer ma propre énergie, c'est comment je peux faire pour déjà, pour moi, avant de m'intéresser à mes équipes, être le plus souvent possible dans le niveau 4. Encore une fois, on ne peut pas y être tout le temps. Alors, quelque chose qui aide, c'est de dire il y a deux axes. C'est mon niveau de connexion à moi-même, dans le sens connexion à mes valeurs. Le sens, est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que c'est connecté à ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est connecté à là où je veux aller? Est-ce que je suis à la bonne place? Et par rapport à mon système de valeurs? Est-ce que je suis connecté à l'organisation? Et l'idée, c'est qu'il y a 4 cadrans, et on retrouve les cadrans E8. Il y a le désabusé amer. Il est ni connecté à lui-même, donc il a l'impression d'être dans un environnement où il ne respecte pas ses valeurs, mais en plus, il est hyper critique par rapport à l'organisation, stratégie et ses valeurs. Donc il ignore ses talents, il ne sait pas sur quoi il est bon. Il se résigne, il abandonne, et puis surtout, c'est une grande différence avec l'autre, il décourage les autres. Le fidèle soldat, alors ça c'est celui-là que les leaders aiment bien, même s'il n'est pas forcément... c'est celui qui privilégie la contribution collective à l'accomplissement personnel. Il fait ce qu'on lui dit de faire, voire au-delà. Il se sacrifie en permanence. Il est prêt à gagner moins, il est prêt à aller ailleurs. Il y en a, hein, et c'est aussi des contributeurs. La question, c'est est-ce que c'est durable? Et puis, est-ce qu'à un moment donné, ils ne vont pas basculer dans ce... régulièrement, le fidèle soldat, il vient vous voir en vous expliquant qu'il est en train de basculer de ce côté-là.
Il y a l'électron libre. Alors lui, il s'éclate. Le seul truc, c'est qu'il n'est pas vraiment connecté à l'organisation. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Après, c'est quelqu'un aussi qui peut contribuer, hein, parce qu'il apporte de la régénération au système, il apporte de l'énergie au système. Mais c'est une personne que le dirigeant a intérêt à identifier et à suivre, ou les RH à identifier et à suivre de près. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait une théorie du management qui était l'approche Roquefort. Et c'était une théorie qui était fondée sur l'analogie du Roquefort. C'est le principe du Roquefort, c'est vous mettez du fromage de brebis, et puis vous introduisez une moisissure, on peut visiter les caves. Et tout le principe, c'est que le fromage moisisse bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça devient incontrôlé, pas bon. Mais s'il ne moisit pas, pas bon. Et donc, c'est de contrôler le... Et donc, l'approche Roquefort, c'est une approche de leadership qui disait... Ben, un système surtout hiérarchique, une entreprise, c'est fermé et ça peut pourrir. Et donc, en tant que leader, votre job, c'est de trouver des éléments subversifs qui vont régénérer le système. C'est l'analogie de la moisissure, parce que c'est eux qui régénèrent le système. Et à la limite, l'électron libre, c'est lui qui régénère l'entreprise, parce qu'il invente des nouvelles choses, il perturbe le système. Le seul truc, c'est que il peut le faire pourrir. Et surtout, il n'est pas aligné. Donc la recommandation de l'approche Roquefort pour les leaders, c'était identifier les gens brillants chez vous, qui sont des électrons libres, qui créent beaucoup de valeur, mais qui aussi risquent de vous emmener dans le mur. Et surtout, faites copain avec eux, contrôlez-le comme l'affineur qui va contrôler la moisissure, parce que c'est eux qui régénèrent le système, mais qui peuvent aussi complètement le pourrir. Et puis le dernier, c'est ce qu'on appelle le sweet spotter. C'est le principe du sweet spot, hein, si vous au tennis ou au golf. Le sweet spot, c'est quand vous tapez avec le club de golf, il y a un endroit qui est tout petit, où vous êtes au maximum de puissance pour le maximum d'effort. C'est pareil au tennis, il y a un endroit de la raquette où vous avez le minimum d'apport énergétique et vous avez le meilleur résultat de puissance et d'impact. Et donc, alors c'est autour des expériences d'expériences optimales, hein, dont on entend parler. Alors lui, il part de son talent pour se réaliser et pour servir le bien commun. Donc bien entendu, c'est le niveau 4. Bien entendu, on est à la fois connecté à l'organisation, on est connecté à soi-même, on est à sa place. On n'y est pas tout le temps, on y est à quelques moments de sa carrière. Alors le sweet spotter, qu'est-ce qu'il a? Il a une performance maximum pour une dépense d'énergie minimale. Il est dans la performance, il est dans l'harmonie, il est dans l'énergie, mais il n'est pas en effort. Il est dans une énergie qui vient de l'intérieur parce qu'il est connecté à ses valeurs, il est connecté à l'organisation. Une idée, c'est de dire on est en bonne santé émotionnelle si on peut être le plus souvent possible à notre bon niveau d'énergie. Et l'entreprise est performante, ou on touche un degré de performance quand il y a une masse critique de collaborateurs qui atteignent ce niveau. Une des clés, c'est d'apprendre à gérer son énergie. La plupart des leaders sont des gens qui ont beaucoup d'énergie. Alors, c'est tiré, si le sujet vous intéresse, c'est tiré du pouvoir de l'engagement total de Jim Lohr et Tony Schwartz. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, il y a 4 zones. La zone de sweet spotter, en plein boom, sûr de soi, dans l'action, fonceur énergique. Il y a la zone coléreux, peureux, anxieux, sur la défensive, ressentiment. Il y a la zone épuisé, fatigué, là, démoralisé, dépressif, abattu, déprimé. Et il y a la zone de paisible, calme, serein, détendu, force intérieure, inspirant. La recommandation des deux auteurs, qui est un truc hyper intéressant pour les leaders, c'est de dire, si vous êtes là, restez-y. Mais il y a un moment donné où on sent qu'on ne peut pas rester dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une zone d'expérience optimum. Et il dit, le truc, il dit, si vous ne contrôlez pas ce qui est en train de se passer, parce que les leaders ont un bon niveau d'énergie, qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ils vont se mettre dans une énergie négative. Ils vont devenir coléreux, peureux, anxieux, critiques, agressifs en réunion. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette force d'être hyper engagés. Hein, et notamment surtout entre l'engagement positif et l'engagement négatif, il n'y a pas beaucoup de distance, on peut passer de l'un à l'autre. La recommandation des deux auteurs, c'est, et c'est une compétence que doivent avoir la plupart des leaders, c'est la capacité consciente à se désengager, partiellement. En tout cas, à se désengager émotionnellement. C'est-à-dire quand on sort de cette zone de sweet spot, la capacité à
faire baisser son niveau d'énergie, à se désengager partiellement. En fait, si on prend la grille, c'est probablement passer du niveau 4 au niveau 3, mais de façon consciente. Et comment ils le font? Ils développent la notion de low energy rituals, la capacité à se ralentir. Moi, je discute avec pas mal de leaders qui sont un peu dans le vent, etc., parce que c'est ma passion commune avec Grégory, c'est la modélisation de l'excellence, et qu'est-ce que tu fais de plus? Et de plus en plus, il y en a qui vous disent, moi je fais du yoga le soir, si c'est votre truc, le yoga. Il y a une technique aussi, je vous la recommande, qui est assez insupportable, c'est la marche lente. Moi je le fais de temps en temps entre 2 tours de la Défense, c'est entre 2 rendez-vous, on se rend compte qu'on est en train de courir en fait. Mais alors qu'on a le temps, c'est le fait consciemment. Je crois que c'est un exercice bouddhiste aussi, c'est le fait consciemment de se ralentir et de marcher à 60% de la vitesse normale. Alors, faites-le dans un endroit où personne ne vous connaît, hein. C'est un peu bizarre, mais je peux vous dire qu'au bout de 10 minutes, le niveau d'énergie et le niveau de pression, il a ralenti. Et en fait, il liste des dizaines de low energy rituals. Alors, il y a certains cadres qui se mettent dans leur voiture et qui écoutent du classique. Il y a la capacité à se désengager émotionnellement, à avoir des rituels de basse énergie, pour descendre consciemment de la zone 4 à la zone 3 et remplir ses batteries. Probablement le golf, beaucoup de leaders vont dans ce sport, c'est un low energy rituals. Quelque part, c'est l'intérêt. Alors je vais passer rapidement. Ça rejoint peut-être votre question. Quelle est l'idée? C'est de dire il y a 5 sources d'énergie. La première, c'est notre énergie physique, quel est mon degré de forme physique, hein, c'est lié à la nutrition, au sommeil, à des choses comme ça. Il y a mon énergie émotionnelle, quelle est ma capacité dans mon environnement professionnel à développer des émotions positives. Il y a mes pensées, à quoi je pense. Est-ce que je pense à... Voilà, est-ce que ce à quoi je pense m'aide ou ne m'aide pas? On parle d'attitude positive, etc. Il y a les valeurs. Est-ce que je suis plutôt aligné par rapport à ce qui est important pour moi dans la vie, dans mon environnement quotidien, ou est-ce que je ne le suis pas? L'idée, c'est de dire, plus l'alignement est fort, plus on va ressentir cette énergie. Et puis, au-delà de ça, il y a la question du sens. Okay. Je voudrais juste rajouter, on est dans un cadre bien précis, mais juste un point qu'on n'abordera pas dans le détail, mais qui me paraît fondamental. Le dernier point, c'est cette notion de management des paradoxes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aime bien cette définition du leadership. Franz Troppenard, c'est un des experts sur le multiculturel. À un moment donné, on arrive dans des zones de tension tellement fortes qu'on est tiraillé en permanence entre un A et un B. Et je trouve que c'est une des clés, bon, on ne va pas aller dans le détail, mais c'est de dire, pour chacun d'entre nous, ces tensions, est-ce que je fais A, est-ce que je fais B, est-ce que je développe telle attitude, est-ce que je développe telle stratégie. On est vraiment dans des zones de force très fortes, c'est de ne pas hésiter à lister ces tensions, à lister ces dilemmes, à lister, je suis tiraillé entre ça et ça, et après à développer des questions pour chercher à travailler sur ce dilemme et inventer une nouvelle posture où ces contradictions ne sont plus des contradictions. À un moment donné, et notamment quand on travaille beaucoup sur ces dilemmes, il y a quelque chose qui apparaît quand on les accepte, qu'on les nomme. Alors on peut travailler dessus avec un coach ou avec un... Mais en tout cas, dans un entretien de leadership, si on boucle sur l'entretien qu'on a mené, une question qui serait intéressante au stade où on en est, c'est aujourd'hui, c'est quoi tes dilemmes, c'est quoi tes principales tensions, et de les lister et de les évoquer. Et c'est le premier point de départ pour que quelque chose d'autre apparaisse, ou pour qu'on puisse chercher des solutions qui génèrent du leadership. Moi, je crois de plus en plus à la notion d'énergie. Depuis quelques années, j'ai même exploré cette métaphore énergétique. J'avais lu un bouquin il y a quelques années, ça terminait par « Va où est l'énergie ?» Et il y a des environnements qui sont vraiment délétères. On sent ce manque d'énergie. Il y a des environnements où il y a de l'énergie. Et ma conviction, c'est le job du leader ou le job du consultant extérieur, c'est d'apporter de l'énergie. Et ça fait vraiment partie du truc. Et notamment dans des environnements, on travaille avec une société en ce moment où les gens sont en souffrance, où il y a une vraie demande, où il y a des modes relationnels qui fait que... Et
Parfois, on se pose des questions sur est-ce que j'embauche tel collaborateur ou tel collaborateur. Est-ce que moi, je me rappellerai toujours quand j'ai créé le cabinet en Grèce, j'avais le choix entre 2 structures. Et alors, j'étais un peu jeune dans la structure, donc j'avais présélectionné un certain nombre de candidats. Et je suis allé avec un ancien de chez nous, à qui je rends hommage parce qu'il est décédé depuis, Daniel. Et je l'ai fait rencontrer les candidats. Il me dit, ouais, telle structure, c'est vrai que ils sont plus dans notre business, ils sont plus... Et il m'a dit à un moment donné, mais Philippe, tu as envie de travailler avec qui? Je lui ai dit, plutôt lui, même si ce n'est pas la décision rationnelle. Et il m'a dit, c'est avec lui qu'il faut que tu bosses. Donc c'est vraiment, on est dans des niveaux d'information, de traitement de complexité, où la décision, elle se fait sur quoi? Elle se fait sur de l'intuition, elle se fait aussi sur de l'énergie. Elle se fait sur de quoi j'ai envie. Où est-ce que je ressens de l'énergie? Ça, c'est un point clé. Entre 2 postes, est-ce que je prends le poste A ou le poste B? Là, il peut y avoir des conflits entre les valeurs, entre l'analytique, entre l'envie. Et en général, quand on suit l'énergie, c'est plus que l'envie, c'est où est-ce que tu ressens de l'énergie, on fait le bon choix. C'est pour ça que j'ai terminé là-dessus. Et le premier du livre, qui m'est aussi, je trouve, très personnel, j'avais été à une conférence qui m'avait beaucoup marqué par 2 coachs de tennis qui s'appellent Chabaldis et Ducasse. Ils ont entraîné des tennismen au niveau mondial. Ils commençaient la conférence en nous disant qu'est-ce qui fait la différence entre un grand champion et un très bon joueur, entre le numéro 3 mondial et le numéro 100 mondial. Et alors on parlait mental, etc. Il disait oui, bien sûr, le mental ça joue. Mais il dit le grand champion, il a une capacité supplémentaire. Il sait bien mal jouer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bien mal jouer? Il disait en fait, un match de tennis, c'est une alternance de moments hauts et de moments bas. C'est-à-dire, il y a comme dans tous les sports, surtout les sports à balles. Il y a des moments où tout passe, où vous jouez sur la ligne, où c'est facile, où vous avez de l'inspiration. Et puis il y a des moments où ça rame, quoi. Vous êtes à côté, où ça le fait pas. Il dit une alternance de moments hauts et de moments bas. Il dit le match, il se gagne sur le moment haut, bien sûr. Mais il dit les grands champions, ils savent bien mal jouer, c'est-à-dire ils jouent mieux que les autres les moments bas. Ils ont un fond technique qui leur permet de gérer ces moments bas. On est plusieurs à avoir passé la quarantaine, je ne sais pas si vous vous rappelez de Lecomte, Henri Lecomte, quand il était dans ces moments hauts, le mec était imbattable, quoi. Sauf qu'il n'a jamais su gérer ces moments-là, il se mettait en colère, etc. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire, et donc c'est pour ça le premier principe, j'aime bien le traduire par apprends à être médiocre avec talent. Dire que le talent, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas être brillant tout le temps. C'est important, quel que soit notre domaine d'activité et les sphères où s'exerce notre leadership, d'avoir un fond de jeu suffisamment fort pour accepter d'être moyen. Comme dans un entretien comme celui qu'on a mené, probablement, il faut travailler la technique. Et j'ai envie de dire, la technique, c'est la condition pour qu'à un moment donné, il se passe la magie dans une structure. Et quand la magie est là, la technique n'a plus de place pour l'être. Mais il faut qu'il y ait cette technique, et cette technique, c'est quelque chose parfois que les leaders n'osent pas, trouvent trop basique. Il n'y a pas de... Comme dans tous les sports, les grands sportifs, je lisais une interview de Tiger Woods il n'y a pas très longtemps, tous les ans, les grands golfeurs, ils vont recaler leur swing. Ils reviennent sur les basiques avec leur vieux prof qui leur apprend à... Parce que c'est ça, une partie du talent résiste, c'est paradoxal, dans cette capacité à maîtriser sa médiocrité. Moi, je suis très d'accord avec vous lorsque vous parlez, faut se faire confiance, lorsqu'on recrute, il faut suivre son intuition. Par contre, je pense que les entreprises, aujourd'hui, ont peur souvent de prendre ce risque. Pour elles, c'est un risque. Et donc, elles préfèrent d'être beaucoup plus rationnelles, prendre des profils rassurants. Et ça ne va pas faire changer les choses. Et je pense qu'il faut travailler aussi en amont au niveau du recrutement. Après, on le voit beaucoup dans les grosses entreprises, il y a une arrivée au pouvoir depuis quelques années des profils analytiques, rationnels, froids, dû à la financiarisation, dans des gros codires, c'est jusqu'à 70-80% des gens.
Et ces gens-là, par définition, leur force, c'est pas ça. Leur force, c'est pas le risque. Leur force, c'est justement la grille et la reproductibilité et la capacité à prévoir les choses. Et ces entreprises ont d'autres sortes de problèmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles se rendent compte qu'elles ont des taux d'engagement qui sont très bas et elles vont générer des actions pour chercher à compenser ça. Alors, après, c'est jamais simple à mettre en place, mais je ne suis pas forcément optimiste pour les très grosses entreprises. Il y a une métaphore qui me vient en tête, c'est... j'ai fait pas mal de ski hors piste et on m'a dit si t'es pris dans une avalanche, il faut te construire un espace avant que ça se solidifie. Donc tu attends les secours, tu as un bip, mais tu crées une bulle d'air, parce qu'au bout d'un moment, la neige se solidifie. Et j'ai envie de dire, notamment quand on travaille sur l'excellence, des gens comme Grégory le fait, des gens comme Yann Arduy, moi je l'ai fait pas mal de fois, c'est quand on sait sur quoi on est excellent, on connaît aussi sa médiocrité. L'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'on sait quand on est mauvais. Et donc on peut soit refuser des challenges, on ne peut pas être bon, soit quand on a vraiment les critères pour que ces qualités se déploient, on peut négocier avec son environnement. C'est aussi l'objectif. Il y a bien souvent... Il y a des choses très très paradoxales sur la maîtrise de son environnement. Par exemple, dans le secteur public, il y a très peu de leviers motivationnels classiques. Mais justement, pour ça, il ne reste plus que le leadership, puisqu'il n'y a plus aucun des leviers de management traditionnel. C'est la capacité d'un boss à emmener une équipe En tout cas, ça ne me plaît pas de penser qu'il n'y a pas de solution à un moment donné, quoi. Quelle est la part de l'inné et de l'acquis chez le leader? J'en sais rien. Est-ce qu'on apprend à être leader ou est-ce qu'on l'est? On va demander à notre président. Mais on peut bien mal jouer. Je ne sais pas ce qui se passe dans la face haute, hein, mais on peut bien mal jouer, on peut s'améliorer. Mais c'est vrai qu'après, il y a un moment donné, il faut que ça résonne aussi avec ses valeurs. Un leader, c'est un alignement entre une vision, des valeurs, une place. Il est au niveau 4, il est au niveau 6, il est hyper engagé. C'est un alignement astrologique, on ne sait pas trop quand il se passe. Steve Jobs, il s'est planté chez NEC. Il le dit lui-même, il s'est planté. Et bon, quand on parle de leadership, on ne peut pas faire de conférence de leadership sans... J'en parle parce que personne n'en a parlé encore, mais il s'est vraiment planté. Oui, Philippe, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi un décalage de plus en plus important entre les gens quand ils sont chez eux et les gens dans l'entreprise? De la même manière qu'aujourd'hui, il y a un gros décalage entre les gens et le système politique. Est-ce que tu crois que quand tu mets le pied dans l'entreprise, tu n'es vraiment pas chez toi? Tu as ce sentiment-là. Tu montrais sur ton graphique le Me Incorporated, et puis tu avais l'entreprise, quoi. Est-ce que la taille de ta grid, de la grille, est aujourd'hui la même qu'il y a quelques années? Est-ce qu'elle n'est pas un peu plus réduite? Est-ce que c'est plus difficile de trouver aujourd'hui des points de cohésion entre l'individu tel qu'il est aujourd'hui, évolué, plus smart on va dire, et puis une entreprise qui est un peu archaïque finalement, quoi? Je parle plutôt pour l'Europe. Toi, tu as le sentiment que cet espace, il se réduit. La question était pour toi en fait, mais tu es psychiatre ou consultant? Je suis perdu. J'ai le sentiment que c'est plus réduit maintenant, qu'il y a moins de potentiel de contact entre l'individu et l'entreprise. Mais... Après, ça dépend de mon travail. Moi, je travaille en ce moment chez un client où il y a une problématique classique de siège et de terrain. Clairement, je sens une énergie délétère au siège. Je sens une très forte énergie sur le terrain. Une envie. Même si, paradoxalement, il y a des pratiques de leadership qui sont beaucoup plus à l'ancienne, rugueuses. Mais il y a des gens qui ont plus envie. Et donc, ils ont des problématiques classiques, mais d'incompréhension. Moi, je me suis amusé, par exemple, de temps en temps, à envoyer des mails à 18h. Juste pour voir. Le terrain vous répond toujours, le siège vous répond jamais.
Pareil le week-end. Pareil le week-end. Le siège vous envoie des mails le vendredi soir pour répondre pour le lundi matin. Mais eux, de temps en temps, j'ai fait pareil. Ça ne marche pas dans l'autre sens. Mais en même temps, je les comprends. C'est-à-dire qu'il y a une telle ambiance délétère dans certains gros sièges de Paris que probablement, moi, si je bossais là, c'est vrai qu'une fois que l'heure est passée, je partirais vite. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas parce que je ne juge pas les gens que je les comprends, que je me dis que ce n'est pas souhaitable. C'est à un moment donné, il y a des structures qui génèrent de la non-envie. Ma question, c'était plutôt sur le concept de l'entreprise, par rapport à un concept humain. Est-ce qu'on est toujours en phase? Est-ce que c'est la bonne solution? Mais qu'est-ce qu'il y a je ne sais pas ce qu'il y a d'autre, honnêtement. Mais moi, je crois beaucoup, à titre perso, à l'entreprise à taille humaine, entre 30 et 800 personnes, avec un vrai leader, avec du leadership, avec des valeurs. Moi, je crois que ça peut être un espace de développement personnel. Mais c'est... Ouais, enfin, non, si on voit jusqu'à quand ça marche, après on met nos critères jusqu'à 500, 800, 1000 personnes. J'ai vu l'ambiance dans un comité de direction changer radicalement, donc ça c'est jouable. Ma croyance, c'est quand on change l'ambiance d'un comité de direction, progressivement, ça irradie vers le bas. Ça marche dans l'autre sens, mais c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long. La culture peut vraiment changer quand les dirigeants s'impliquent et montrent eux-mêmes des signes de changement et donnent du sens aux choses. Le changement de culture dans un groupe humain, c'est hyper intéressant, hein, c'est passionnant. Hein, ouais, je pense que les choses peuvent changer. Après, c'est une conjonction de facteurs. C'est à un moment donné, le marché va mieux. Le marché va mieux, il se passe quelque chose dans l'équipe, on peut créer les conditions pour que ça arrive. Maintenant, oui, j'en connais pas mal. Ouais. Alors, genre une particularité, il est Gadzar et docteur en psycho. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Oui, alors c'est une question un peu naïve et je pense que la réponse finalement a peut-être déjà été apportée. Je t'entendais, Philippe, parler de l'ambiance délétère du siège et de l'ambiance plutôt pleine d'énergie du terrain. Et c'est une question naïve. Et je me demande si ce n'est pas un petit peu, dans les grandes entreprises, un peu systématique. Tu parlais de l'importance du sens tout à l'heure. Et dans une autre vie, quand je fréquentais ce genre d'environnement, j'ai souvent eu ce sentiment qu'effectivement, dans les sièges, mais je ne sais pas, peut-être il manque de sens. Et toi, ton expérience, est-ce que ce n'est pas un petit peu systématique, l'ambiance délétère et énergétivore des sièges sociaux, des grandes entreprises? C'est vrai que tout consultant a des slides dans lesquels il montre les difficultés, et puis on les reproduit à l'infini. Mais il y a quand même des endroits où ça génère beaucoup de stupidité collective. Hein. Enfin, en tout cas, beaucoup de destruction de valeur. C'est-à-dire, il y a un moment donné, c'est normal, hein, le siège, les technocrates de Paris qui viennent nous expliquer la vie alors que nous, on bosse vraiment et qu'on ne peut plus bosser tellement d'ad reporting. Enfin, on peut le faire un discours. J'ai envie de dire, c'est partout le cas. Après, il y a des endroits où c'est vraiment destructeur de valeur, où on arrive à une telle force émotionnelle négative, quoi, que ça détruit de la valeur. Alors, je ne vais pas donner des noms parce qu'il y en a qui sont nos clients et ça ne se fait pas, mais si, Carrefour, c'est pas un client. Donc,